L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation, épisode 180. Ce soir nous recevons Aurore Berger, députée LREM des Yvelines. L'hebdo politique. Aurore Berger, bonsoir. Bonsoir. C'est donc le choix du durcissement dans l'allègement qui a été choisi par le gouvernement à partir du 15 décembre, mardi. Donc les auditeurs qui nous écoutent pourront voyager dans toute la France librement, sans attestation entre 6h et 20h, mais ne pourront pas retourner au théâtre ni au musée ou encore au casino. C'était le plan pourtant annoncé il y a plus de 15 jours désormais par Emmanuel Macron, mais face aux chiffres du virus qui ne baissent plus, la décision a été prise donc de revenir sur ces mesures. Aurore Berger, en qualité de membre de la commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale et puis aussi présidente déléguée du groupe LREM, pouvez-vous nous dire ce soir, notamment à ceux qui nous écoutent et qui pourraient être encore perplexes quant à ces choix et désemparés, en quoi il est plus dangereux pour la santé de chacun de se rendre par exemple au Ciné 7 place du commerce à Elancourt, juste à côté de ces studios, avec toutes les restrictions sanitaires requises, que dans les transports, dans le réseau Skibus ou dans une boutique à proximité aussi du Ciné 7 par exemple pour faire ses courses de Noël. Pourquoi faire ces choix-là ? Alors déjà, il y a quand même un choix d'assouplissement qui est majeur. Le simple fait qu'on puisse recirculer entre régions, c'est-à-dire permettre aussi aux familles de pouvoir se retrouver. Pour certaines d'entre elles, elles sont coupées, scindées depuis plusieurs semaines. Et c'est très douloureux de ne pas pouvoir revoir ses parents ou ses grands-parents tout en respectant, on le sait bien, les gestes barrières. Donc ça, c'est quand même une flexibilité extrêmement importante. Ne plus avoir besoin de faire son attestation qui était vécue parfois comme une contrainte supplémentaire ou une infantilisation aussi par certains. Le fait surtout qu'on puisse se retrouver à Noël, je crois que ça, tout le monde l'espérait. Après, évidemment, on a des contraintes qui restent. On a des contraintes qui restent parce que malheureusement, le virus reste extrêmement présent, pas uniquement en France. Vous voyez que ces restrictions, elles existent dans de très nombreux pays, et notamment pays européens, et que les pays qui n'avaient pas mis en place de restrictions, je pense à la Suède, aujourd'hui sont complètement débordés et ne savent plus faire face. Alors, pour répondre à votre question sur est-ce que c'est plus dangereux, d'aller au ciné, personne ne dit que c'est plus dangereux. Personne ne dit que c'est plus dangereux. Pourtant, c'est quand même, j'imagine, ce qui est étudié pour faire ces choix-là. C'est le risque sanitaire. Évidemment, c'est le risque sanitaire. Mais le risque sanitaire, c'est pas de dire que c'est plus dangereux d'aller dans un cinéma que dans une boulangerie, que d'aller au théâtre versus prendre les transports. C'est comment on fait pour éviter au maximum le brassage. Comment on fait pour éviter au maximum qu'il y ait d'autres motifs légitimes pour sortir ? Je suis la première à avoir envie que les lieux culturels rouvrent. Je me bats en permanence sur le sujet. Je me bats budgétairement pour continuer à augmenter le soutien au spectacle vivant, le soutien à l'audiovisuel, le soutien au cinéma, le soutien aux livres. Donc vraiment, je peux vous assurer que c'est mon angoisse de cette période, c'est que des artistes ne puissent plus vivre de leur travail et se disent c'est un crève-cœur, mais j'ai plus le choix, je peux plus continuer à faire mon métier. Et donc je vais devoir faire autre chose. C'est que des lieux culturels ferment. Mais on doit à la fois maintenir un soutien budgétaire important. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement, que le quoi qu'il en coûte, continue pour le monde de la culture. Ça, c'est un impératif. Et d'autre part, il faut malheureusement accepter encore quelques restrictions. Que dites-vous il y avait une fronde au début du deuxième confinement concernant les libraires, une incompréhension, une colère qui était montée, un sujet qui avait été porté. Visiblement, il y a la même incompréhension et colère qui monte concernant les salles de théâtre, de cinéma. Qu'est-ce que vous dites à tous ces travailleurs du spectacle, créateurs, producteurs, mais aussi consommateurs de ces lieux culturels ? Quel message vous leur renvoyez aujourd'hui ? Au-delà des aspects financiers, il y a aussi un aspect moral très important. C'est une bouffée d'oxygène très importante. La période est compliquée depuis des mois, voire des années en France. Aujourd'hui, on ne peut toujours pas aller au cinéma. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui nous écoutent ? Déjà, je leur dis que je les comprends. Ça suffira probablement pas à les satisfaire, mais je leur dis qu'évidemment je les comprends et que j'étais la première à espérer et à souhaiter qu'on puisse encore une fois rouvrir les théâtres, les salles de cinéma, les cirques, tous les lieux et les espaces culturels, les musées aussi évidemment qui s'y étaient préparés. Je leur dis qu'il faut qu'on soit à leur côté. Je dis aussi à l'audiovisuel qu'ils doivent jouer le jeu. On doit avoir réellement des captations. Ça n'a pas été le cas suffisamment. On doit pouvoir aller dans les salles de théâtre, les salles de spectacle vivant,
vivant, des scènes musicales. On doit pouvoir capter ce qui s'y passe, capter les créations pour ensuite les montrer à l'ensemble du public. On doit accompagner mieux le spectacle vivant pour permettre cette numérisation-là. Mais après, rien ne remplacera le lien avec le public. Ça, c'est certain. Et donc, ça veut dire qu'il faut impérativement qu'on réussisse à garantir cette ouverture début janvier parce que nos lieux culturels ont besoin du public pour vivre et le public a besoin de la culture pour aller mieux. Soyons clairs, les choses vont sûrement évoluer début janvier, mais elles pourraient être encore repoussées d'ici le 7 janvier, puisque c'est la date qui a été mentionnée par Jean Castex, le Premier ministre. Le 7 janvier, on ne peut pas dire officiellement que tous ces lieux culturels vont rouvrir. Non, mais comme on ne pouvait pas le dire pour le 15 décembre, puisque vous saviez bien que le 15 décembre, c'était au conditionnel. C'était si et seulement si les indicateurs sanitaires étaient suffisamment bons. C'est envisageable clairement de repousser encore. Personne ne le souhaite. Personne ne peut souhaiter quelque chose comme mais cela. C'est quelque on en a chose besoin. Et je faut pense garder en tête. Vous avez raison. Aussi en termes de santé, on en a besoin. Ça vous inquiète ça, le moral des Français, de ceux que vous côtoyez Je suis très inquiète là-dessus. Je suis inquiète sur le moral des personnes âgées qui disent mais moi je suis en fin de mon parcours et j'ai eu beaucoup de témoignages en ce sens. Et donc finalement, j'ai pas le temps d'attendre pour vivre ce qui me reste à vivre. Donc oui, je suis très inquiète. Et c'est pour ça notamment qu'on a maintenu les visites des familles, en particulier dans les EHPAD, parce qu'on sait bien que s'il y a plus contact avec votre famille, alors à quoi bon ? Je suis inquiète pour le moral des jeunes parce que ils sont habitués à vivre ensemble, à travailler ensemble, à étudier ensemble et du jour au lendemain, on a rompu aussi une partie de ces liens sociaux, même s'ils peuvent se maintenir sous d'autres formes. Et donc oui, sur cette santé mentale aussi qui est la nôtre, je crois qu'il y a une vraie alerte et c'est vrai que la culture, encore une fois, nous aide à vivre et nous aide à surmonter ces moments-là en nous permettant de respirer, en nous permettant de nous évader et je crois que c'est pour ça qu'on en a plus que jamais besoin. L'objectif, c'est d'éviter forcément un troisième confinement. Pourquoi avancer le couvre-feu d'une heure ? Qu'est-ce que ça va changer d'un point de vue fondamental et notamment pour éviter les contaminations ? On a du mal à comprendre 20h ou 21h. Mais oui, mais dans ces cas-là, ça peut être aussi 22h. Vous voyez, c'est ce qui était annoncé par Emmanuel Macron. Il aurait pu annoncer 22h. Il faut toujours avoir une limite. En ce moment, malheureusement, on est contraint de poser une limite. Tout simplement parce que ça permet d'avoir moins de déplacements. C'est uniquement ça. C'est-à-dire que plus vous contraignez, malheureusement, et moins vous avez de déplacements. Et donc, moins vous avez de déplacements, moins vous avez de brassage de population. Vous voyez bien que le rebond... Mais plus de concentration éventuellement aussi dans les commerces à l'approche de Noël, entre 18h et 20h. Il n'y a pas plus de concentration dans les commerces puisqu'il y a des jauges à respecter dans les commerces. Il y a des jauges à respecter, mais les gens vont devoir faire leurs courses ou alors on les pousse aussi à consommer en ligne. Non, mais on a volontairement rouvert les commerces. Étaler, ça permet aussi de... On a étalé puisqu'on a permis... C'est ce qui était envisagé dans les transports en commun à la fin du premier confinement, c'était d'étaler les heures de transport pour pas qu'il y ait de concentration. On a permis la réouverture des commerces, en particulier de nos petits commerçants, ceux qui font vivre nos centres-villes, nos centres-bourgs. On a permis que ce soit le cas dès la fin novembre, pour qu'il y ait un week-end supplémentaire, pour que les gens justement aient le temps et quand même 4 semaines, c'est long, 4 semaines, plusieurs week-ends. On a permis la réouverture aussi de nos commerces le dimanche pour faciliter, pour étaler, pour faire en sorte, encore une fois, qu'on puisse faire appel à nos commerces de proximité plutôt que d'aller en ligne ou dans des grands centres pour faire ses courses. Mais oui, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que d'arriver à limiter les déplacements. Je crois que ça ne fait plaisir à personne, ni de le subir, ni d'avoir à le mettre en place. Mais vous savez, ce serait irresponsable de faire autre chose. Il y a quelques semaines au Sénat, le sénateur LR disait il faut tout rouvrir. Il faut ouvrir les restaurants, il faut ouvrir les bars, il faut ouvrir les discothèques. Enfin, ça aurait été de la folie. On ne peut pas assumer... Enfin, qu'est-ce qu'on dira à nos soignants ? Qu'est-ce qu'on dira à l'hôpital ? Qu'est-ce qu'on dira à ceux qui travaillent en EHPAD ? Ce qui peut être perturbant aussi, c'est ces changements toutes les 2-3 semaines. On se dit pourquoi finalement ne pas être resté sur le même schéma ? Et pourquoi ces changements Parce qu'on a besoin... Beaucoup de gens qui ne sont pas forcément trop basés sur l'actualité peuvent ne pas comprendre, ne pas suivre tout ça. Je crois que tout le monde comprend les risques. Tout le monde comprend les risques parce qu'on a tous vécu à un moment, soit on a été malade, soit on a vu des personnes malades et on a vu les séquelles que ça pouvait emporter. On a vu des personnes mourir au sein de nos entourages. Donc on connaît des soignants. Donc on sait les risques. On sait les risques. C'est pas une petite grippette comme certains aimeraient encore le faire croire dans des grandes théories complotistes. Non, malheureusement, c'est un virus qui tue et il suffit de voir, encore une fois, à l'étranger,
l'étranger et pas loin de nous, ceux qui se disaient on ne fera rien, on ne mettra en place aucune barrière, aucune protection, aucune interdiction, on laissera vivre au maximum et on aura peut-être une immunité collective. Mais on voit les dégâts que ça fait en Suède ou aux États-Unis, ça fait des ravages. En Grande-Bretagne, ce sont des centaines de milliers de morts qui sont emportés. Aujourd'hui, on a eu 50 000 morts dans notre pays et on sait bien que si ces mesures n'avaient pas été mises en place, c'est beaucoup plus de personnes, non seulement qui seraient décédées, mais aussi des séquelles. Les personnes qui passent en réanimation, c'est pas de la convalescence, la réanimation. En réanimation, 4 personnes sur 10 en décèdent et les autres, pour beaucoup d'entre eux, ont ensuite des séquelles parfois tout au long de la vie. Bon, on parlait du moral. Pour remonter le moral, on pourra quand même fêter Noël sans restriction particulière, en tout cas le réveillon. Pas le 31, puisqu'il y aura le couvre-feu en vigueur pour Noël. Combien vous serez à table? Est-ce que vous allez porter le masque, rester loin peut-être de votre grand-mère ou grand-père, sans rentrer évidemment dans votre intimité, mais voilà. Pour Noël, quand ça va se passer chez vous? Je vais retrouver mes parents que je n'ai pas vus depuis plusieurs semaines, puisque de fait ils ne sont pas dans la même région et donc on ne pouvait plus se voir, donc c'est très douloureux de ne plus pouvoir voir ses proches. Donc déjà c'est la première chose, moi je suis heureuse de pouvoir les retrouver, mais je ne vais pas pouvoir les serrer dans mes bras, je ne vais pas pouvoir les embrasser. Donc vous allez respecter tous ces gestes-là et vous dites à ceux qui nous écoutent aussi. Et parce que je ne veux pas prendre le risque pour eux de pouvoir les contaminer, parce que je peux être asymptomatique, parce que... Il y a des risques que les gens ne respectent pas tous les gestes barrières. On sait qu'on peut aussi s'emporter d'un point de vue émotionnel quand on se retrouve en famille, embrasser la grand-mère, le grand-père, c'est aussi quelque chose de très naturel. Oui, c'est quelque chose de très naturel, mais ce qui est le plus naturel, c'est de protéger les gens qu'on aime. Si on fait un réveillon à 20, si on s'embrasse tous, si on respecte plus les gestes barrières et que quelques jours, quelques semaines après, les personnes âgées qui étaient autour de la table, elles sont sur un lit de réanimation, je crois que ça, on s'en remettra jamais. Et donc vraiment, je pense que tout le monde est responsable. Je pense que ça, il n'y a plus besoin de le dire aux gens. Je pense que les gens ont compris. Les gens ont compris que ce Noël-là, ce sera un Noël particulier. Et après tout, c'est pas si grave. C'est pas si grave de se dire qu'on va faire cette petite concession pour cette année. Alors oui, c'est douloureux. Oui, on aimerait pouvoir se retrouver à plus. Oui, je comprends que quand on est jeune, on a envie de faire la fête pour le 31. Et je l'ai fait aussi. Et qu'on n'a pas forcément envie juste d'être en famille ce jour-là. Aurore Berger, à 18 ans, aurait respecté les règles du 31 décembre si vous aviez aujourd'hui 18 ou 19 ans. Il n'y a pas le choix de toute façon. Il y a un couvre-feu qui sera mis en place. Et si le couvre-feu est mis en place, il y aura des amendes. À la télé, des jeunes qui disent on va se retrouver avant 20h, on va rester toute la nuit ensemble. Voilà, c'est des choses qu'on peut imaginer. Encore une fois, vous savez, on pourra jamais, et heureusement dans une société démocratique, réglementer les moindres comportements individuels. Je suis pas là pour rentrer dans l'intimité des foyers, l'intimité des gens. Je crois que les gens sont adultes, les gens comprennent les risques, les gens les mesurent, les gens les vivent tout simplement et subissent ces risques-là. Donc il n'y a pas besoin en permanence de le leur rappeler. Il y a des règles de bonne conduite assez évidentes qu'on doit tenir juste et tout simplement parce qu'on aime nos proches et qu'on n'a pas envie demain de les contaminer ou de les savoir en réanimation. Aurore Berger, il faut porter le masque à Noël, alors pas pendant le repas, c'est très compliqué, ça semble logique, mais avant ou après? Au moins les gestes barrières, c'est-à-dire en effet, on se jette pas dans les bras les uns des autres, on fait très attention à continuer à se laver les mains. Tous les gestes barrières doivent continuer. Et ils devront probablement continuer aussi une fois qu'il y aura le vaccin, parce que vous savez que ce sera... C'est la grande bataille, oui, de demain, la confiance sur le vaccin. Vous, par exemple, vous allez vous faire vacciner dès que possible? Si je peux me faire vacciner, je le ferai. Après, il y a des personnes qui sont plus prioritaires que moi, parce qu'ils ont soit un âge, soit une pathologie. Mais évidemment, je me ferai vacciner. S'il me faut, je me ferai filmer en train de me faire vacciner pour être sûr que c'est un peu le débat aussi qui moi, j'ai aucun problème à une totale transparence sur le sujet. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'Emmanuel Macron, lui, par exemple, se vaccine devant une caméra ou autre? On sait que les images sont très importantes. Si ça peut rassurer les Français et montrer qu'il n'y a pas de risque et que nous-mêmes qui prenons cette décision pour les Français de dire voilà, vous aurez accès au vaccin. Mais vous savez, malheureusement, le propre de ces thèses complotistes, c'est que c'est pas rationnel. Et donc, face à ça, c'est très difficile de lutter. Par contre, pour moi, il y a quelque chose d'assez évident. C'est qu'à partir du moment où on n'a pas rendu le vaccin obligatoire, je ne vois pas donc quel bénéfice on en tirerait. Voilà, donc il faut arrêter de croire que les labos pharmaceutiques ont inventé un virus pour ensuite mieux nous contaminer. On parle dans notre pays de 50 000 morts. J'ai entendu une rumeur folle il y a quelques semaines. J'étais alertée par des soignants à l'hôpital de Rambouillet parce qu'on venait leur dire qu'en fait, ils étaient payés au nombre de décès. C'est-à-dire qu'ils touchaient des primes, plus il y avait de décès. Mais enfin, comment on peut en venir à penser ça? Des gens qui passent leur journée à essayer de sauver la vie des autres, et on en venait à penser qu'en fonction du nombre de décès, eh bien, ils touchaient des primes. Donc, il faut arrêter cette folie-là. Finalement.
dans ces thèses complotistes. Mais enfin, c'est à chacun aussi de s'interroger. C'est à chacun de s'interroger quand il voit une publication sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, quand il reçoit une boucle de mails, de se dire, ok, ça vient d'où ? C'est quoi la source ? Est-ce que la personne a vraiment pu dire ça ? Prendre un minimum de recul, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son personnel politique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les médias, à un moment, il faut quand même être vigilant sur la manière avec laquelle on diffuse ce qui n'est plus de l'information. Et on doit pouvoir réussir à faire le tri. Il faut faire beaucoup d'éducation aux médias dès le plus jeune âge. C'est ce que fait Radio Sensation. On va évoquer le sujet si vous le permettez à présent. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, donc pas de vaccin obligatoire, pas d'isolement aussi obligatoire. Ce sont les annonces de Jean Castex cette semaine. Pour la culture, vous êtes membre, donc je le disais au début de cet entretien, de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Vous êtes ici dans les locaux de Radio Sensation, radio associative locale. Il y en a près de 700 en France. On connaît leur rôle, leur importance, notamment pour les partenariats culturels, l'éducation aux médias des plus jeunes, mais aussi le lien social qu'elles peuvent créer avec les habitants de chacun des quartiers. Ces radios comme la nôtre subissent la crise actuelle avec tous ces partenariats qui sont impossibles à présent. Un fonds a été mis en place pour les radios locales dites commerciales, donc celles qui peuvent vivre grâce à la publicité, de 30 millions d'euros. Rien officiellement encore, en tout cas pour le moment, pour les radios locales associatives comme nous, limitées donc par ces revenus. Néanmoins, les choses semblent bouger. Un amendement au projet de loi de finances pour 2021 a été adopté récemment au Sénat pour soutenir à hauteur de 3,5 millions d'euros toutes les radios sensations de France. Amendement voté par les sénateurs, excepté par ceux de LREM, où il y a eu visiblement une abstention. Déjà, pourquoi ? Et est-ce que quand le sujet va arriver à l'Assemblée nationale, visiblement lundi, donc demain, est-ce que vous allez porter ce projet et voter pour ? Alors, il y a deux choses. C'est assez complexe. Oui, non, mais il y a en effet un soutien qui est nécessaire aux médias dans cette période. Déjà, en effet, aux radios dites commerciales, pour une raison simple, c'est qu'en fait, la publicité a progressivement, si ce n'est disparu, pendant le premier confinement, quasiment, et elle a été extrêmement limitée. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, vous n'avez plus de recettes, vous n'avez plus les moyens de produire de l'information, donc on comprend ce vous n'avez plus les moyens de diffuser. Donc c'est nécessaire, c'est-à-dire que si on ne veut pas que notre réseau, notre tissu de radios locales disparaisse, eh bien on a besoin d'aider les radios qui d'habitude vont plutôt bien parce qu'elles ont le bénéfice de la publicité, même si c'est pas simple pour toutes, mais qui du jour au lendemain malheureusement, tout simplement parce que les annonceurs sont partis. Parce que quand vous étiez confiné, vous pouviez quasiment plus consommer, donc vous alliez pas faire une publicité pour une voiture si vous pouviez pas aller chez votre concessionnaire. Et pour les radios locales associatives, celles qui ne vivent pas de la pub de base. Sur les radios locales associatives, il y a deux choses. Moi, je souhaite en effet qu'on puisse avoir un soutien financier. Et donc, c'est la discussion qu'on a justement aujourd'hui en cours et on l'aura lundi soir ou mardi en fonction de l'agenda, puisqu'on va examiner en deuxième lecture, une deuxième fois le projet de loi de finances. Donc moi, je souhaite qu'on puisse avoir un fonds dédié aux radios associatives à ce moment-là. Je crois qu'on va... C'est ça qui va se discuter. Donc moi, je souhaite qu'on puisse avancer. Je dis aussi aux collectivités locales qui financent les radios locales, et en particulier associatives, qu'elles doivent aussi maintenir leurs engagements et leur soutien. C'est pas le cas dans tous les territoires. Et donc ça, c'est nécessaire. Il faut que l'État soit à nouveau au rendez-vous, évidemment. C'est-à-dire qu'il continue à abonder les radios locales associatives. Et il faut aussi que les collectivités locales jouent le jeu. Est-ce que vous allez voter pour, du coup, ou vous allez en discuter ? Ce n'est pas arrêté aujourd'hui. Non, mais en discuter parce que moi je souhaite qu'on aboutisse, je souhaite que ça fonctionne, je souhaite qu'on puisse en effet avoir ce fonds et qu'on puisse du coup avoir une subvention directe, une aide directe aux radios locales associatives. Est-ce que vous savez pourquoi les sénateurs LREM se sont abstenus ? Je suis pas au Sénat, donc vous savez, je ne peux pas suivre l'ensemble des débats quand ils sont au Sénat. Moi je suis ceux qui ont lieu à l'Assemblée et puis de toute façon après le Sénat il y a l'Assemblée nationale et c'est à l'Assemblée qu'on arbitrera. Alors prêchons encore un peu pour notre paroisse. Radio Sensation émet désormais sur Paris et dans toute la région Île-de-France grâce à la radio numérique terrestre, dite DAB+. Ce nouveau type de diffusion est encore méconnu des Français. On sait qu'à l'époque de la TNT, au milieu des années 2000, il y avait une grande campagne de communication qui avait été faite. C'est pas le cas encore aujourd'hui pour cette nouvelle forme de radio. Est-ce que vous pensez que là aussi, il faut faire bouger les choses et lancer une campagne de communication pour soutenir Radio Sensation qui peut être écoutée vous-même ce soir sur Paris, enregistrant depuis les Yvelines ? Exactement, oui, évidemment, pour que les auditeurs comprennent bien. En effet, c'est un peu le même principe que la TNT.
souveraineté, c'est de faire en sorte qu'on ait à la fois un anonymat, une gratuité, une qualité d'écoute aussi qui soit vraiment renforcée. Et ça, en effet, face au numérique, on a besoin aussi, nous, de renforcer notre souveraineté, de renforcer nos réseaux. Et donc, il faut faire en sorte aussi que de plus en plus de radios se convertissent à cette nouvelle norme pour faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus connue, beaucoup plus acceptée. Donc, je pense qu'en effet, il faut le renforcer en termes d'investissement, il faut le renforcer pour le faire mieux connaître, il faut le renforcer tout simplement parce que c'est un confort d'écoute pour les auditeurs et parce que ça permet de maintenir la diversité en fait de tout le tissu des radios. C'est ça qui est important et qui est en jeu aussi dans cette crise. C'est comment on fait en sorte qu'à l'issue de cette crise, on ait la même diversité. On en parlait en matière culturelle, c'est pareil pour les médias. Il n'y aurait rien de pire que de se dire qu'après la crise, parce que la presse déjà connaissait des difficultés importantes, il y aura moins de titres de presse locale, il y aura moins de radios associatives, il y aura moins de radios commerciales. Un sujet sur lequel vous êtes très attentive et sur lequel vous allez travailler. C'est clair, sur le sujet, on va passer, il nous reste quelques minutes seulement au sujet peut-être plus national et politique. Nouveau week-end avec des manifestations prévues contre la loi sécurité globale, principalement en région. On va pas parler du fond parce qu'on en a beaucoup parlé, notamment avec cet article 24 qui devra être réécrit par l'Assemblée nationale courant janvier sur ce qui est prévu, mais sur ces violences policières qui se multiplient, enfin violences policières et puis aussi violences des manifestations, les deux, depuis désormais, on va dire 2016, on a l'impression qu'il y a eu un tournant avec la loi El Khomri, tout qui est tourné désormais en direct et qui est diffusé, et ces manifestations qui sont toujours très violentes. Ça n'a pas été arrangé, ça n'a pas pu s'arranger depuis 2017, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un constat d'échec aussi de la part de votre parti et puis du pouvoir en place qui n'a pas pu inverser les choses? Ce qui est certain, c'est qu'on a aujourd'hui des manifestations qui sont beaucoup plus violentes qu'elles ne l'étaient auparavant, pour plein de raisons. Déjà parce qu'aujourd'hui, les manifestations ne sont pas organisées par des organisations syndicales. Avant, c'était des organisations syndicales qui appelaient à la manifestation, à la mobilisation, et aussi qui les encadraient. Il y avait des services d'ordre dans ces manifestations. Il fut un temps où Emmanuel Macron disait qu'il fallait passer outre aussi ces organisations syndicales. Non, mais tout simplement dire qu'à un moment, il fallait dialoguer directement avec les Français. Moi, je dis pas qu'il fallait dialoguer. Non, c'est deux choses complètement différentes. Il ne faut pas, en effet, dialoguer exclusivement avec les organisations syndicales. Il faut dialoguer avec l'ensemble des Français. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait aussi avec la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. Ce que je dis juste, c'est que dans le cadre des manifestations, c'est-à-dire celles et ceux qui appellent à mobiliser et qui appellent les Français à venir manifester, ce qui est un droit constitutionnel et qu'il faut donc préserver. On avait avant des organisations qui permettaient de les encadrer. Il y avait des services d'ordre. Jamais un service d'ordre, que ce soit la CGT, la CFDT, FO, peu importe, n'aurait accepté que des casseurs se mêlent aux manifestations. Ils les sortaient. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. On voit des manifestants, mais je ne sais pas... C'est la faute des syndicats, d'après vous? Mais non, mais c'est pas ce que je dis. Je vous dis qu'auparavant, les manifestations, elles étaient organisées par des syndicats. Je vous dis qu'aujourd'hui, on a des manifestations sur des mots d'ordre, mais qui ne sont pas organisées par les syndicats. Je ne dis pas que c'est la faute des syndicats. Non, je dis juste qu'on a... Pour être clair et bien comprendre, hein. C'était pas... Laissez-moi finir, ce sera peut-être plus simple. Excusez-moi, mais j'aimerais juste pouvoir aller au bout de ce propos. Allez-y. Donc, de fait, quand vous n'avez pas une organisation qui appelle à manifester, vous n'avez pas un seul interlocuteur. Vous êtes la préfecture. Vous ne savez pas vraiment qui est celui qui pilote la manifestation, qui est celui qui l'organise. Vous n'avez pas un service d'ordre face à vous qui va pouvoir aussi, de fait, refuser que d'autres entrent dans les manifestations. Et vous voyez que dans les manifestations qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus tendues, eh bien, vous avez prétendus manifestants qui finalement acceptent ces violences, qui se mêlent aux casseurs, voire qui protègent les casseurs. Et ça, malheureusement, c'est quasiment systématique. Alors qu'auparavant, encore une fois, on ne les acceptait pas, on les refusait et on les mettait hors de la manifestation. Donc ça, c'est un point qui est essentiel et qui a radicalement changé aussi la manière dont ces manifestations sont organisées. Et puis après, je pense qu'il y a eu une habitude aussi où on se dit finalement... C'est comme ça. Et à chaque manifestation, on aura de la violence. Et on a en effet aussi ces images, espèce de harcèlement qui existe à l'encontre de nos forces de l'ordre, où on voit des dizaines et des dizaines de personnes dont on ne sait pas trop qui elles sont, qui sortent leur portable, qui commencent à filmer, qui vont diffuser 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, un extrait hors contexte. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Et on voit parfois même ces images terribles où on a un policier à terre qui est en train de se faire tabasser. Le premier réflexe de ces gens, au lieu de porter secours, c'est de filmer.
Et c'est ça qui est quand même insupportable. Je sais pas, vous voyez demain une femme qui se fait agresser dans le métro, est-ce que votre réflexe c'est de sortir votre portable pour le filmer ou c'est de faire en sorte que l'agresseur cesse? Il faudrait que ce soit la même chose avec les forces de l'ordre. Les choses sont comme ça, il faut revoir la stratégie de maintien de l'ordre lors des manifestations. On sent aussi une montée en violence de la part des forces de l'ordre qui peut se comprendre à force de se faire, vous le disiez. Moi je crois pas qu'il y ait une montée en violence de la part des forces de l'ordre. Je crois pas. Moi je vois encore les images qu'on a eues la semaine dernière. On voit des forces de l'ordre qui, statiques, se font juste balancer des projectiles sur elles, se font harceler, se font menacer, se font parfois tabasser. Vous n'avez pas des forces de l'ordre qui répondent avec violence. Vous avez des forces de l'ordre qui parfois sont contraintes de se défendre et qui n'ont pas d'autre choix que l'emploi de la force. Mais enfin, je peux vous dire que vous auriez jamais ces images, en effet, dans d'autres pays. Dans d'autres pays, en effet, les policiers emploieraient des méthodes qui seraient beaucoup, beaucoup plus musclées. Je ne souhaite pas qu'on y arrive, mais je ne refuse aussi que nos forces de l'ordre soient en permanence prises à partie et qu'on en vienne à avoir des polémiques systématiques. Tout ça parce que quoi ? Parce qu'on a en effet 3 secondes qui sont jetées en pâture et qu'on a nos forces de l'ordre qui sont jetées en pâture. Et ça, c'est inacceptable. Le futur nouveau article 24, à quoi va-t-il ressembler ? Est-ce que sur le fond, ça sera la même chose ? C'est plutôt des mots qui vont changer pour être plus compréhensibles ? Mais je pense qu'il faut arriver à distinguer en fait la personne qui est un journaliste, qui est dans un organe de presse, qui est évidemment légitime à être présent, qui sait faire aussi de la personne qui serait là pour agresser, de la personne qui serait là pour harceler, de la personne... Il y a des journalistes aussi qui ont été chahutés. Vous connaissez ces polémiques ? Oui, mais j'entends bien qu'il y ait des journalistes qui puissent être chahutés. Dans ces cas-là, il faut que des plaintes puissent être déposées, il faut que des enquêtes et des investigations soient faites, et c'est la justice qui ensuite arbitrera. Moi, je ne veux pas qu'on se retrouve dans un régime où, de fait, encore une fois, à chaque mouvement potentiel de foule, on a des dizaines et des dizaines de personnes qui considèrent qu'il faut aller chercher la difficulté, qu'il faut aller provoquer une image qui sera ensuite celle qu'on retiendra de la manifestation. Si on veut pouvoir continuer à manifester dans notre pays, ce qui est un droit absolu, ce qui est une liberté fondamentale, ce qui est dans notre constitution, il faut aussi faire en sorte, quand on est manifestant, de refuser d'être apparenté à celles et ceux qui, eux, viennent uniquement pour casser et en l'occurrence aussi pour tabasser des forces de l'ordre. On va terminer sur un sujet, dernière question, sujet d'avenir éminemment important, le climat. Ce week-end, 5 ans, on célèbre les 5 ans de l'accord de Paris. Rapidement sur ces critiques qui font jour, sur les engagements un peu trahis d'Emmanuel Macron sur le climat, notamment avec la Convention citoyenne, où toutes ces propositions ne sont finalement pas retenues, sans filtre, comme ce qui était annoncé en avril 2019. Que répondez-vous ? Je réponds qu'on est dans notre rôle de parlementaire. Oui, ce sera transmis sans filtre au Parlement. Mais enfin, les parlementaires, ce sera transmis sans filtre au Parlement. Mais ça veut dire qu'ensuite, nous allons les examiner. Ça veut dire qu'ensuite, nous allons pouvoir les travailler. Ça veut dire qu'ensuite, nous allons pouvoir travailler avec toutes celles et ceux qui sont dans des secteurs qui sont impactés. Sans filtre, ça veut dire que vous avez repris les 149 propositions mot pour mot, et puis après, vous allez les retravailler. Elles seront débattues. Elles seront retravaillées. Je vous donne un exemple, par exemple, sur la publicité. Est-ce qu'on considère que la proposition qui est faite par la Convention citoyenne pour le climat est la bonne ? C'est-à-dire qu'on interdit purement et simplement des publicités. Mais concrètement, on fait comment pour financer ensuite les médias ? Personne ne le dit. Donc si vous voulez, il y a aussi tout ça. Je voyais une des propositions était de dire vous n'aurez plus le droit de vendre votre logement. Vous n'aurez plus le droit de vendre votre logement si vous ne l'avez pas rénové en matière thermique. Mais il y a des Français qui n'ont pas les moyens. Ils font comment ? Ils sont coincés, ils ont leur logement sur les bras. Parfois aussi qui est contradictoire avec les ambitions environnementales. C'est pour ça qu'il faut des ambitions environnementales extrêmement précises et fortes. Et je peux vous dire que quand vous êtes un gouvernement qui a mis fin à Notre-Dame-des-Landes, alors qu'aucun gouvernement n'assumait, qui a mis fin à Fessenheim, alors qu'aucun gouvernement n'assumait, qui a eu des engagements extrêmement puissants sur la réussite de l'accord de Paris, qui a fait de l'économie circulaire une priorité parce que ça crée aussi de l'emploi. Il y a aussi le projet Europa City qui est souvent mentionné dans le nord de l'île de France. Qui a été arrêté. Et c'est pas simple aussi à faire accepter à des territoires qu'on va arrêter des projets qui peuvent être porteurs en matière économique, mais qu'on le fait au nom aussi des principes environnementaux qui sont les nôtres. Donc oui, on reprend sans fil, ça veut dire qu'on va débattre de toutes leurs propositions. Toutes. Mais après, le Parlement a un rôle à jouer et on doit pouvoir aussi nous, auditionner toutes celles et ceux qui seraient impactés. Je peux vous dire que nous, dans ce département, on doit pouvoir aussi travailler avec les agriculteurs, on doit travailler avec celles et ceux qui permettent la construction des logements, on doit travailler avec les bailleurs, on doit travailler avec toutes celles et ceux qui seraient impactés par les mesures et qui n'ont pas toujours été auditionnés.
Merci Aurore Berger d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes député des Yvelines de la 10e circonscription du département et président délégué du groupe LREM à l'Assemblée nationale. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. À dimanche prochain sur Sensation. L'hebdo politique.